Bonjour tout le monde. On est ravi de vous inviter à ce webinaire sur la maladie de Waldenström. Alors, je vois qu'il y a déjà 66 participants et ça continue de rentrer. Donc, on est très content de voir qu'effectivement, le thème et la notion de webinaire plaît à beaucoup d'entre vous. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est le premier webinaire que nous organisons via notre outil Zoom. Donc, il faudra être peut-être un petit peu indulgent parce que c'est nos débuts avec l'outil. Les questions commencent à arriver, Ouais, c'est ouais, génial. je vois ça, c'est très bien. Voilà, Franchement. C'est incroyable. On n'a même pas encore le temps de parler médecine et hop, pam pam, les ça questions tombe. sont déjà là. Mais ouais, c'est parfait. Voilà. Donc, j'introduis donc avec beaucoup de plaisir Pierre-Édouard de Bureau, qui est vraiment la gentillesse. C'est voilà, complètement proposé librement de venir faire ce webinaire. On s'est rencontrés à deux reprises déjà dans l'année, Mm. à la Société française d'hématologie à Paris en début d'année, puis à Chantilly lors de notre rencontre patient-médecin où le docteur de bureau présentait un poster sur ses recherches sur la Waldenström inflammatoire. Et donc, au cours de ces échanges, effectivement, la question du webinaire est venue un peu naturellement. Et voilà, c'est vraiment bien de pouvoir donner la parole en plus à des médecins-chercheurs, pas seulement aux cliniciens, mais aussi aux chercheurs. C'est très, très intéressant. Bon, je vous cède la parole alors maintenant. Bah, À merci vous. beaucoup pour cette belle introduction, hein. Déjà, toute la partie technique, je pense que c'était très bien expliqué pour que tout le monde puisse interagir. Et merci aussi beaucoup de m'accueillir, hein, pour pouvoir discuter, parce que c'est toujours aussi intéressant de pouvoir échanger avec les patients qui sont quand même au cœur de la prise en charge, avec donc le côté clinique. Donc moi, je suis hématologue de formation et j'ai fait un second cursus de recherche. Et là, donc comme vous l'avez dit, je fais des recherches sur la maladie de Waldenström, tout particulièrement une forme inflammatoire. Ça va peut-être vous intriguer parce que vous n'avez peut-être pas eu cette notion dans les différents documents que vous avez pu lire. C'est normal, c'est une entité qui est très récente. On va en reparler, mais on va d'abord commencer par la base, donc parler un petit peu de Waldenström. Qui était cet homme? Donc c'était un très grand médecin du début du siècle et qui a en 1944 publié les premières descriptions de maladie de Waldenström. Donc ce médecin suédois en fait avait remarqué quelques malades qui arrivaient aux urgences avec des saignements, des maux de tête, parfois des ganglions. Et il a fait différentes expériences dans un très beau papier, hein. Alors c'est très difficile à lire et très difficile à trouver, hein, parce que c'est quand même des très très belles publications, mais je vous ai sorti quand même une image moi qui m'avait marqué quand je l'ai lu. En fait, il a ici c'est le sang d'un des patients. Et normalement, si vous avez déjà vu un tube de sang, donc si on le laisse quelques secondes, il est tout rouge, mais si on le laisse plusieurs heures, vous allez avoir plusieurs phases qui vont apparaître. Et ce qui était assez incroyable, en fait, c'est que la phase qui normalement doit être transparente était translucide. Il avait l'impression qu'il y avait quelque chose en trop. Il a essayé de le mettre au frigo, ça a donné une sorte de pâte, et c'est à partir de là que lui est venue l'idée qu'il y avait une grosse protéine qui était à l'origine de certains symptômes. Donc ça, vous avez peut-être déjà entendu parler de l'immunoglobuline monoclonale IgM, quelque chose qu'on surveille, je vais en reparler par la suite. Et donc ça a donné le nom de macroglobulémie. Ça veut dire grosse protéine en fait. Et donc ça, c'est une des principales caractéristiques de la maladie. La deuxième, c'est d'avoir certaines cellules dans la moelle osseuse qu'on appelle les lymphoplasmocytes, je vais expliquer après ce que c'est, qui sont présents dans cette maladie. Et ce qui est assez incroyable, c'est que ces deux éléments, la macroglobulinémie, donc cette grosse protéine, et ces cellules anormales, c'est ce qu'il a décrit en 1944, et c'est toujours ce qui sert 70 ans plus tard à définir la maladie. Il y a des mutations, il y a des choses qui ont été décrites depuis, mais en tout cas, il faut avoir ces deux caractéristiques-là pour parler de maladie de Waldenström. Et aussi une autre chose qu'il a dit qui je trouve très intéressant dans ce papier, c'est que avec les données qu'il avait à l'époque, il n'est pas facile de dire si ce sont les différences qui sont les plus importantes que les ressemblances. Pourquoi il a dit ça? C'est parce que il avait beaucoup de mal à décider si sa maladie qu'il avait décrite c'était un lymphome, c'est-à-dire un cancer des ganglions, ou quelque chose qui était plus apparenté au myélome, qui est une maladie qui est liée aux plasmocytes et qui produit ces fameux immunoglobulines monoclonales. Et il y a vraiment ce côté de se retrouver entre les deux. Et 70 ans plus tard, bah,
on est assez d'accord avec lui, ça ressemble ni à un lymphome classique, ni à un myélome classique. Et donc, c'est tout l'intérêt hein, de faire des analyses spécifiques là-dessus parce que ça va pas avoir forcément la même évolution que ces deux maladies. Et donc, comme je vous l'ai dit, hein, la définition à l'heure actuelle qui est reconnue par l'Organisation mondiale de la santé, c'est ces fameux lymphoplasmocytes qui produisent cette protéine monoclonale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ça, c'est des termes qui sont très techniques, qui sont très médicaux. Il y a déjà ben, les cellules de la moelle, on les a récupérées, si vous avez eu cet examen par biopsie ostéomédulaire ou myélogramme, ça dépend des centres et des pratiques. On allait directement récupérer soit au niveau du sternum, donc au milieu de votre poitrine, soit dans le bassin, la moelle osseuse. Et alors moi j'aime bien montrer aux patients, je ne sais pas si le médecin qui vous l'a fait vous l'a montré, mais montrer à quoi ça ressemble le prélèvement. En fait ici vous avez du sang. Et au bout, quand on a fait un prélèvement de moelle, on a des petits grains. C'est des grains en fait qui sont constitués en partie de graisse. Et c'est là-dedans qu'on va regarder au microscope et pouvoir voir les fameuses cellules. C'est lymphoplasmocytes que je vais vous expliquer hein, par ailleurs. Et donc la deuxième caractéristique de la maladie, c'est un pic monoclonal. Donc c'est d'avoir une protéine qu'on dit en trop. Vous avez dû voir sur les examens qu'on vous a fait pour le diagnostic et également pour le suivi, la fameuse électrophorèse. Alors, qu'est-ce que c'est? L'électrophorèse, c'est un examen où on va faire passer un courant électrique dans un prélèvement de sang qu'on a fait. Et cela permet en fait de différencier différents types de protéines. Vous avez un premier pic que tout le monde a et c'est normal, c'est le pic de l'albumine. Alors dans certains hôpitaux, ça peut être présenté dans l'autre sens. Et après, vous avez des petits pics et normalement, au bout, vous avez une sorte de montagne, une petite bosse. Et chez les gens qui ont une maladie de Waldenström, ou parfois aussi dans les myélomes, on a ce qu'on appelle un pic. On a peut-être dû lire ça dans les comptes rendus. Et ça veut dire bah, qu'il y a une protéine en trop. Et c'est elle qui peut être à l'origine de certains symptômes. Et vous avez dû avoir ces examens lors du suivi parce que c'est aussi là-dessus qu'on va suivre la maladie. Parce que le prélèvement de moelle osseuse, c'est pas très agréable. On va pas s'amuser à le faire tous les 4 matins. Donc on utilise un marqueur indirect de la maladie, ce fameux pic. Et également, on a pu rechercher certaines mutations. Donc, il y en a deux principales qui ont été décrites. MYT88, qui est présent dans l'immense majorité des cas. On pense que c'est vraiment une anomalie qui est à la base de la maladie. Et une autre mutation qu'on appelle CXR4, qui est une mutation qui apparaît chez une partie des patients. On considère à peu près 40% des malades qui ont cette mutation. Et ça va être associé à certaines complications. On va en reparler juste après. Mais avant ça, parce que là, je vous ai parlé de beaucoup de choses qui sont, comme on l'a dit, très techniques, les lymphoplasmocytes, les pics monoclonaux, mais peut-être revenir à la base de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un lymphocyte, qu'est-ce que c'est qu'un plasmocyte, et donc qu'est-ce que c'est qu'un lymphoplasmocyte. Alors là, c'est une figure qui est très complexe, qui explique en fait toutes les cellules qui sont présentes dans le sang, donc de l'hématopoïèse. L'hématopoïèse, c'est la production des cellules du sang. Et ce qui va nous intéresser, c'est la partie que là que j'ai mis dans le carré, les cellules lymphoïdes. C'est de là que viennent les lymphomes et aussi le myélome. Et tout particulièrement, ce qui va nous intéresser, c'est les lymphocytes B qui peuvent parfois devenir des plasmocytes. Donc ça, c'est un des sous-types de lymphocytes. Et alors, il faut savoir qu'il y a plein de lymphocytes différents. On n'aura pas le temps aujourd'hui, mais si ça vous intéresse, à la fin, on peut discuter du rôle des autres lymphocytes. Nous, ce qui va nous intéresser, hein, c'est celui qui est central, ce fameux lymphocyte B. Alors, à quoi il sert? Donc, le lymphocyte B, il est produit dans la moelle osseuse et puis après, il va aller dans le sang, dans les ganglions. Et son objectif, c'est de rencontrer son antigène. L'antigène, c'est quelque chose qui va être produit par des bactéries, des germes, qui permet de le reconnaître. Et s'il le rencontre, il va maturer et devenir un plasmocyte. Le rôle du plasmocyte, lui, c'est de produire plein d'anticorps pour se protéger contre l'infection qu'il vient de rencontrer. Et dans ce phénomène, il va y avoir aussi production de certains lymphocytes qu'on appelle mémoire, qui vont servir à rester tout le reste de votre vie, vous protéger pour éviter que vous fassiez de nouveau la même infection. Je vous donne un exemple. Quand vous étiez enfant, vous avez fait la varicelle. Vous avez eu des lymphocytes qui ont reconnu la varicelle, qui ont produit des anticorps pour détruire, via la production de plasmocytes, détruire l'infection. Et en même temps, on a produit des lymphocytes mémoire qui vont vous protéger pour le reste de votre vie d'une nouvelle infection contre la varicelle. Et maintenant, on peut regarder, quand on regarde au microscope, on peut différencier les lymphocytes
qui sont des cellules de petite taille, avec souvent un noyau arrondi, des plasmocytes, qui eux sont de grande taille parce qu'elles doivent produire beaucoup, beaucoup d'anticorps. Et la maladie de Waldenström, bah, en fait, c'est un mélange des deux. C'est des cellules qui sont un peu plus grosses que des lymphocytes, mais pas aussi gros que des plasmocytes, et qui souvent ont d'autres petites caractéristiques quand on regarde les cellules avec un œil de médecin biologiste. On se rend compte qu'elle ressemble pas totalement à un lymphocyte ou à un plasmocyte. C'est une cellule, on a l'impression qu'elle est entre les deux, qu'elle s'est bloquée. C'est une des théories à l'heure actuelle de compréhension de la maladie de Waldenström, c'est que cette étape-là de passage du lymphocyte au plasmocyte s'est bloquée. Mais on n'est pas capable encore de dire, ça c'est une des choses qui est pas très claire dans la littérature, dans les recherches scientifiques, de comprendre pourquoi ça s'est bloqué. Pourquoi ça s'est bloqué, pourquoi les patients qui ont la maladie de Waldenström, eux, ça s'est bloqué et qu'ils n'aient pas donné des plasmocytes. Ça, c'est encore un mystère à l'heure actuelle et ça fait l'objet de nombreuses recherches. Et alors après, pour finir, on a parlé d'IgM. Il faut savoir que l'IgM, c'est en fait les premiers anticorps qui sont produits quand on rencontre une bactérie. Et ça, c'est aussi intéressant, c'est que il y a des gens qui pensent que c'est un des facteurs qui favorise le Waldenström. C'est-à-dire qu'il y a eu une exposition à une infection, et c'est au tout début de la réaction contre l'infection qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé et qui a bloqué la cellule dans cet état. Et alors, là, voilà, on a fini un peu la partie physiopathe, hein. Là, je vous ai fait de façon extrêmement, on va dire, ce qui est le mieux admis en termes de compréhension de comment la maladie arrive en termes de cellules. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de quels sont les facteurs de risque, qu'est-ce que, on peut éviter pour que cette maladie arrive. Et vous allez voir, c'est aussi quelque chose où il y a encore beaucoup de recherches à faire. Alors déjà, je voulais revenir sur le fait que vous faites partie de gens célèbres, parce qu'en fait, même si ce lymphome est très rare, c'est que 2% des lymphomes. Il a touché de nombreuses personnalités, hein. Le président Pompidou, un président du Maroc, le Shah d'Iran, une première ministre d'Israël. Donc vraiment, vous faites partie de cette caste de gens célèbres, hein. C'est une maladie qui touche les gens célèbres et aussi les familles. Ça, c'est aussi une des caractéristiques, hein. J'écoutais un des webinaires que vous aviez donné il y a quelques années avec le docteur Sylvain Choquet, hein, qui montrait bien ces données sur le fait que on, on pense qu'il y a une susceptibilité, c'est-à-dire que c'est assez fréquent qu'on ait dans une famille plusieurs cas de maladie de Waldenström ou de lymphome associé avec près d'un patient sur cinq qui a dans sa famille quelqu'un qui a également un Waldenström. Et donc ça fait poser des questions. Est-ce qu'il y a de la génétique derrière qui pourrait l'expliquer? Ou est-ce que c'est l'environnement? Vu qu'on parlait tout à l'heure du fait que l'exposition aux infections, ça pouvait avoir un impact, est-ce que dans une même famille, on a été exposé aux mêmes infections, ce qui a pu favoriser l'apparition de la maladie? Et alors quand on regarde les caractéristiques qui sont le mieux admis là-dessus, ce qui est le plus fréquent, c'est que ça touche des hommes âgés, plus de 70 ans, avec des antécédents de maladies auto-immunes, encore une stimulation du système immunitaire, il y a cette chose qui revient là, et le fait d'avoir le stade pré-Waldenström qu'on appelle le MGUS, on pourra en reparler si vous voulez. Et alors après, si on regarde sur les facteurs qu'on dit évitables, les choses que vous pouvez modifier dans votre mode de vie, eh ben, il y a assez peu de choses qu'on peut modifier dans le maladie de Waldenström. Il n'y a pas d'association, par exemple, avec le tabac, l'alcool, l'alimentation, ça n'a pas été démontré, ni le surpoids, ni les rayons. Les seules choses qui ont été décrites, c'est les infections. Avoir des hépatites ou autres infections virales, ça a été associé à un surrisque de maladie de Waldenström ou des expositions professionnelles. Et là, je parle en tant que médecin. Et ben, par exemple, être médecin, c'est 5 fois plus de risque d'avoir la maladie de Waldenström. Donc, je fais des recherches pour m'éviter peut-être de l'avoir dans quelques années. On verra bien si j'y arrive. Et donc, du coup, il y a assez peu de choses que vous pouvez faire, hein, pour éviter ça. Donc, ça montre quand même qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau du système immunitaire, une stimulation qui est en cause. Et ça, c'est l'objet de multiples recherches. Et alors, on m'avait posé la question si il y avait des régions en France qui étaient plus touchées que d'autres. Et il y a une seule étude que j'ai trouvée en France qui montre que la région de la Loire, il y aurait 2 fois plus de cas qui ont été décrits. Donc, est-ce qu'il y a des expositions dans ces régions-là qui ont pu expliquer cette différence? C'est à débattre, hein.
Les données sont malheureusement pas assez solides pour pouvoir conclure, mais il y a déjà eu plusieurs études dans les lymphomes qui ont associé, par exemple, l'exposition aux pesticides, le travail dans les champs, avec ces surrisques. Ça mériterait un peu plus de recherche. Je pense que c'est aussi une des pistes qu'il faudrait explorer dans les prochaines années pour mieux caractériser ces expositions. Pour ce qui est des signes cliniques, alors c'est une maladie qui est extrêmement polymorphe, c'est-à-dire que chaque patient peut avoir des manifestations différentes. Il y en a quand même quelques-unes qui sont plus fréquentes que d'autres, hein. Je vais malheureusement pas avoir le temps de faire l'énumération de toutes les manifestations possibles. Si vous avez une question sur une manifestation en particulier, il n'y a pas de problème, on pourra en discuter lors des questions. Alors la première chose, c'est qu'on l'a vu, hein, la maladie se situe dans la moelle osseuse. La moelle osseuse, ça sert à produire d'autres cellules du sang, les globules blancs, les globules rouges, les plaquettes. Et le symptôme qui est le plus fréquent dans la maladie de Waldenström, c'est l'anémie. Donc la baisse des globules rouges qui peut entraîner une fatigue, qui est souvent l'un des critères de traitement. Il peut y avoir aussi une baisse des plaquettes et donc augmenter le risque de saignement. Et il peut y avoir une baisse des globules blancs, ce qui peut augmenter le risque d'infection. Après, il peut y avoir des infiltrations de ganglions. Vous pouvez les retrouver au niveau du cou, au niveau des creux axillaires, au niveau de l'aine, ou une augmentation de la taille de la rate, hein. C'est une des principales manifestations, c'est à peu près un tiers des malades. Et après, il y a des choses un peu plus rares, mais auxquelles il faut être au courant. Par exemple, l'hyperviscosité, alors c'est rare, mais c'est quelque chose qui doit vous alerter. Si au cours de l'évolution de votre maladie, vous commencez à avoir des maux de tête beaucoup plus fréquents, des saignements de nez, des saignements des gencives, une vision floue, il faut consulter rapidement votre médecin. Parce que ça veut dire que votre sang est peut-être en train de devenir trop visqueux, c'est-à-dire qu'il a du mal à circuler, et il a du mal à circuler dans vos yeux, dans votre tête, et il essaie de sortir par le nez. C'est heureusement très rare, mais ça, c'est une des motifs de consultation en urgence, hein. Donc je préfère insister là-dessus. Si vous avez deux, voire trois de ces symptômes, il faut aller refaire le point avec votre médecin. Vous n'avez pas forcément d'hyperviscosité, mais faut s'en assurer. Et après, il y a d'autres manifestations, à la neuropathie, une des manifestations extrêmement fréquentes. Et alors là, c'est un peu plus compliqué à vous expliquer, mais je vais le tenter de le faire avec une allégorie. En fait, ce qui se passe, c'est que les nerfs, ils sont comme des fils électriques. Ils ont une gaine pour les protéger, pour permettre que le courant électrique le long des nerfs puisse fonctionner. Et dans la maladie de Waldenström, l'une des principales caractéristiques, c'est de perdre cette gaine. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la myéline. C'est le constituant qui est autour des nerfs. Et certains anticorps produits par la maladie de Waldenström peuvent endommager ces nerfs. Et ça peut donner des troubles de la marche, des pertes de sensibilité. Et pour vérifier comment ça marche, eh ben on a pu vous faire un examen qui s'appelle l'électroneuromyogramme. En fait, on va vérifier le courant électrique pour voir s'il passe normalement ou s'il est ralenti à cause de la perte de cette gaine. Ces différents examens peuvent permettre de confirmer. Il y a d'autres mécanismes qui peuvent rentrer en compte. Malheureusement, j'aurais pas le temps de tous les énumérer. Il y a également, et j'ai vu c'était la première question qui a été posée par Zephy, et donc j'en parle, la maladie des agglutinines froides. Donc ça, c'est une manifestation qui est rare, mais qui peut arriver, qui en fait est qu'un anticorps produit par la maladie de Waldenström va faire que les globules rouges vont se coller entre eux. Et ça va former des agglutinines, de l'agglutination. Et ça, en fait, ça va, en cas d'exposition au froid, ça peut faire éclater les globules rouges. C'est ça qu'on appelle l'hémolyse. Et donc, ça peut faire baisser lors d'exposition au froid le taux de globules rouges et donc provoquer une anémie qui peut être assez brutale, qui peut provoquer une fatigue et qui peuvent être à l'origine d'autres complications au niveau des mains, avec des mains qui deviennent bleues, etc. Donc ça, voilà, c'est une manifestation souvent associée au froid et on peut se poser la question, hein. Les premières descriptions ont été faites dans les pays scandinaves où il fait plus froid, évidemment, et donc où il y a eu aussi plus de déclarations au début de ces maladies. Après, il y a une manifestation rarissime, hein, qui est l'atteinte au niveau du cerveau ou des nerfs crâniens qu'on appelle le Bing Nil, où vous avez des cellules tumorales. Et donc ça, c'est aussi une manifestation qui peut être assez complexe à traiter. On pourra en reparler si vous le souhaitez. Il y a également des maladies inflammatoires, le syndrome de Schnitzler. Ça, c'est rarissime, hein, c'est moins de 1% des cas, et qui donne de la fièvre, des localisations cutanées. Et en fait, c'est ce qui a mené à des recherches que nous avons fait à l'hôpital Saint-Louis, à se poser la question, est-ce que l'inflammation est une manifestation de la maladie de Waldenström?
Et qu'est-ce que c'est l'inflammation? Ça, c'est une vaste question et je ne peux proposer qu'une réponse, on va dire, qui est simpliste. C'est beaucoup plus complexe que ça en réalité. Mais en fait, il y a quelqu'un à l'époque romaine qui avait décrit les premiers symptômes de l'inflammation. C'est des choses toutes simples, hein. Si vous avez quelque chose qui est chaud, qui est rouge, qui est œdémacié, qui fait mal, c'est probablement qu'il y a une inflammation qui est en cours. Et on a récemment décrit en plus des pertes de certaines fonctions associées à cette inflammation. Et on s'est rendu compte que quand on regardait un des marqueurs de l'inflammation qui s'appelle la CRP, c'est une protéine qui augmente au cours de l'inflammation, et bien que près de 30% des patients Waldenstrom avaient cette inflammation. Alors est-ce que c'est associé à des signes cliniques? Alors là, c'est un grand débat parce que c'est une entité qui, vous voyez, assez récente, hein. Le premier papier qui a réellement étudié cette forme, il date d'il y a 3 ans. Et donc en 3 ans, on a pu récolter quelques données. Il y a certains patients qui ont des anémies parce que l'inflammation peut favoriser l'anémie. D'autres ont de la fièvre, d'autres ont des fatigues extrêmes, et tout ça est encore en cours d'analyse. Mais en tout cas, au laboratoire, on a pu associer certaines choses à l'inflammation, et je vais vous le présenter juste après. Et avant, on va parler des traitements. Alors déjà, il faut savoir qu'une partie des patients qui ont une maladie de Waldenstrom ne vont pas avoir de symptômes justifiant un traitement. Ça peut bien sûr apparaître au cours du suivi, hein. C'est pour ça qu'on vous suit régulièrement. Vous avez des consultations de suivi, des examens de suivi. Mais il y a une partie des malades qui, malgré de multiples suivis, ne vont jamais avoir besoin d'un traitement de cette maladie. Pour les autres, bah, il y a de nombreuses choses qui ont été découvertes et testées. Il y a eu une première période depuis les années 80, parce que la maladie de Waldenstrom a été réellement considérée comme telle, comme étant une maladie unique à partir des années 80. Et donc, il y a eu des essais, des études qui ont été faites à partir de ces années sur d'abord des chimiothérapies. Certains noms, si vous avez une maladie qui évolue depuis un certain temps, vous les avez peut-être eu. Il y a encore le chlorambucil qui est utilisé pour certains patients. Et à partir des années 2000, il y a eu l'arrivée de ce qu'on appelle l'immunothérapie. Les anticorps monoclonaux, le rituximab, les anticorps anti-CD20, qui ont bouleversé en fait le traitement des lymphomes, dont la maladie de Waldenström. Parce qu'il permet d'avoir une efficacité directement sur la cellule tumorale qui exprime le CD20, donc la cible de l'anticorps monoclonal, et va permettre, associé aux chimiothérapies, hein, le DRC, ça c'est l'un des traitements les plus utilisés en première ligne. C'était une des questions aussi qui a été posée au cours dans l'onglet questions-réponses. Ça c'est le traitement, le DRC, et quelques années plus tard, le rituximab bendamustine, c'est souvent le traitement qui est proposé en première ligne aux patients. Donc une association d'un anticorps monoclonal qui cible la cellule malade et une chimiothérapie qui, elle, est beaucoup moins ciblée, mais qui permet d'avoir une réponse plus prolongée. Et en association à ces traitements ou lorsque les patients rechutent, il y a d'autres traitements qui ont été développés, des inhibiteurs de protéasome. Le principal, ça s'appelle le bortezomib. C'est des injections sous-cutanées. Et après est arrivé les thérapies orales, les inhibiteurs de BTK, qui est considéré à l'heure actuelle comme le traitement de deuxième ligne. Il y a l'ibrutinib qui existe depuis 2015, puis est arrivé le zanubrutinib. Il y a eu quelques essais sur l'acalabrutinib, mais qui est plus trop utilisé. Là, vraiment, c'est ibrutinib et zanubrutinib qui ont été utilisés. Et commence à avoir les premières études. Là, on est en train de participer au recueil de données au niveau national sur les inhibiteurs de BCL2. Le venetoclax, hein, peut-être certains d'entre vous sont sous ce traitement, qui a aussi montré des résultats très encourageants sur les patients qui rechutaient après la chimiothérapie, les inhibiteurs de BTK. Et alors pourquoi tout ça semble intéressant par rapport à l'inflammation? C'est que, alors avant de parler de ça, il y a une autre petite chose, il y a certains d'entre vous, quand on a des formes extrêmement sévères comme l'hyperviscosité, la cryoglobulinémie, on peut parfois retirer la protéine qui est malade avec une machine qui s'appelle la plasmaphérèse ou les gestions plasmatiques. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend votre sang, on va le centrifuger dans la machine et on va retirer la couche, la fameuse couche, hein, on parlait tout à l'heure, qu'on était capable de différencier, je remonte ça, différentes couches. En fait, on va faire ça dans la machine et on va vous retirer la partie qui contient la mauvaise protéine. Ben, on pourrait se dire c'est génial, on pourrait peut-être proposer ça à tous les patients. Le seul problème, c'est que en bout de quelques semaines, la protéine va se reformer. C'est un traitement qui marche dans l'urgence, qui sert à traiter les formes les plus graves où on n'a pas le temps d'attendre l'effet des traitements.
et on va retirer la protéine et après on fera un traitement en plus, la chimiothérapie, les inhibiteurs de BTK. Euh, Il y a différentes choses qui peuvent être testées. Donc certains d'entre vous ont peut-être eu ça. C'est ça qu'on propose dans les formes les plus graves en urgence. Et donc maintenant, revenons à l'inflammation. Et bien en fait, on s'est rendu compte que selon que les patients étaient inflammatoires ou non, ils répondaient pas de la même façon au traitement. Les patients qui étaient non inflammatoires répondaient mieux à l'immunochimiothérapie, alors que les patients inflammatoires répondaient moins bien, en tout cas moins longtemps. Et à l'inverse, pour les patients qui étaient inflammatoires, eux, ils répondaient mieux aux inhibiteurs de BTK, et les patients non inflammatoires, c'était l'inverse. Donc peut-être que l'inflammation, c'est l'un des futurs critères pour choisir le traitement le plus adapté. Donc bien sûr, c'est très préliminaire, hein. Là, on parle de... Il y a eu au total 3 études sur l'immunochimiothérapie et nous, on a publié, vous voyez, on a publié l'année dernière nos premiers résultats sur les inhibiteurs de BTK. C'est encore des choses qu'on doit explorer, mais voilà, ça commence à être pris en compte dans les discussions sur les choix de traitement dans nos réunions multidisciplinaires. Et donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, hein. C'est très condensé, mais surtout l'objectif, hein, c'est de lancer cette discussion et de pouvoir débattre, discuter de choses qui vous intéressent un peu plus. Et donc je conclurai avec les Shadocks, hein. En essayant continuellement, on finit par réussir. Donc plus ça rate, plus on a de chances que ça marche. Donc voilà, il faut continuer à faire de la recherche pour pouvoir comprendre comment fonctionne cette maladie de Waldenström. Et je voulais aussi mettre un petit bonus sur le dernier prix Nobel de physique, de physiologie qui est arrivé la semaine dernière, qui parle en fait de la compréhension du système immunitaire. Tout à l'heure, je vous ai parlé des lymphocytes B qui produisent des anticorps. Eux, ils ont découvert des lymphocytes qui servent à réguler le fonctionnement des autres. Donc on a encore beaucoup de choses à comprendre sur comment notre organisme réagit aux infections, et ça pourrait potentiellement nous aider à mieux comprendre la maladie de Waldenström. Voilà ce que j'avais à vous dire ce soir. Je vais reprendre la parole pour vous remercier. de- Alors, je ne sais pas si vous avez tenu les 20 minutes qui étaient prévues initialement, peut-être Ouais, légèrement débordé, ouais, un mais, petit peu, mais ouais. c'est vraiment arriver à condenser tout ça dans si peu de temps, et autant d'informations, bravo.